Nous allons poursuivre cette émission avec un consultant senior, intégrateur en ingénierie informatique, enseignant et chercheur. Il publie l'ouvrage intitulé « Le guide du génie logiciel, cours et exercices corrigés ». Nous accueillons M. Moustapha Der. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Der. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est vraiment partagé. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, vous publiez le guide du génie logiciel, cours et exercices corrigés, qui n'est pas un ouvrage de vulgarisation. C'est vraiment un ouvrage vraiment technique qui est fait pour les initiés. Fait pour les initiés, destiné aux étudiants, aux ingénieurs, aux professeurs, et qui nous parle un peu de ce qu'on appelle maintenant le codage, qui est la programmation informatique et des algorithmes. C'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment... On peut dire que c'est vraiment un métier d'avenir, c'est l'avenir, c'est le numérique. Et de plus en plus, on devrait encourager nos jeunes à s'exercer un peu dans le codage. Exactement. Oui, comme vous l'avez dit, d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore, M. Ndiaye et M. Sela. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous pour partager un peu et communiquer également sur l'ouvrage qui est le guide du génie logiciel. Bon, je tiens d'abord à dire que ça, c'est le tome 2 déjà qui est là. Mais avant ça, il y avait eu le tome 1. Ça veut dire que dans la suite, le tome 2, c'est une continuité du tome 1. Absolument. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui parle d'informatique. Donc, et tantôt, Moussa Ndiaye parlait de scientifique, de sciences également. Ça revient également. Bon, aujourd'hui, je vais juste, par exemple, peut-être faire une petite présentation du livre. Peut-être pour faciliter la compréhension à ceux qui ne sont pas informaticiens. Je vais commencer par faire de petites définitions, qu'on puisse camper si vous le permettez. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Bon, déjà, quand on parle des technologies, des TIC, maintenant on parle plus de NTIC, on parle de TIC. Parce qu'on dit que c'est les plus nouvelles. On parle de technologie, de l'information et de la communication. Et on peut parler également de l'informatique. Donc, à la base, c'est quoi l'informatique? Ça, c'est assez intéressant à se poser comme question. À la base, quand on regarde le mot informatique, c'est créé sur la base de deux éléments. Info et matique. Pour dire info, c'est pour l'information. Matique, c'est pour automatique. On va y ajouter maintenant le mot science. Pour dire que c'est la science du traitement automatique de l'information. Maintenant, cette science a besoin d'un outil de travail. Et l'outil, c'est l'ordinateur. Donc, quand on continue toujours dans cette même lancée, on va dire que c'est quoi un ordinateur? C'est un dispositif électronique, mais qui est capable de faire des traitements rationnels. C'est important ce mot, rationnel. Pourquoi? Parce que derrière le rationnel, on a la raison. Et qui parle de raison parle de logique. Et ce mot-là a tout son sens dans cette définition-là. Et qui parle de logique, parle de logiciel. Exactement. Voyez bien. Donc, on vous dit, dans ce cas maintenant, on peut maintenant faire des traitements rationnels. On peut sauvegarder, on peut aussi les restituer en cas de besoin. Et ça veut dire également qu'en termes de composants également, il y a deux aspects. J'ai dit souvent que l'ordinateur est créé à l'image d'une personne. Deux composantes. Le matériel, qui est le corps, et le logiciel qui est l'âme pour la personne. Donc, ça veut dire que le logiciel, maintenant, permet au matériel de fonctionner. Alors que nous, on pense que l'ordinateur est totalement opposé à l'humain, qu'il n'y a aucun rapprochement possible. Vous trouvez de l'humain dans cet ordinateur-là? Oui, bon, pourquoi je le dis? Parce qu'on sait qu'une machine, une personne sans âme, on parle d'autre chose. On parle d'une autre appellation. Tout à fait. Vous voyez bien. Et aussi, quand vous prenez un ordinateur également, sans le logiciel, ça ne sert à rien. Il n'est pas utilisable. Le logiciel est donc l'âme. Exactement. Bien compris. Et dans ce cas, quand on va maintenant déjà dans ce logiciel-là également, il y a aussi deux composantes. Il y a ce qu'on appelle la partie système d'exploitation, qu'on appelle OS, Operating System. Il y a ce qu'on appelle la partie aussi des applications. Les applications. Très bien. Vous êtes un excellent pédagogue là. Oui, mais c'est ce que je commence à comprendre le langage. Je me suis dit que c'est un langage totalement hermétique. Parce que moi, c'est vrai que peut-être, même si vous n'avez pas comme objectif peut-être de faire
un ouvrage de vulgarisation. Moi, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé si vous avez fait, par exemple, un ouvrage où vous aviez voilà, mis les fondamentaux, les bases de ce qu'est l'informatique. Peut-être pas l'informatique pour tous, mais au moins essayer un peu d'expliquer voilà, l'origine de l'ordinateur, voilà, ce qu'est un logiciel, ce qu'est voilà, le matériel, comment ça se passe. Et surtout, vous avez utilisé le mot... Un mot hyper important, c'est le mot logique. Effectivement. Parce que, voilà, dans la logique informatique, c'est une logique qui est un peu différente de peut-être voilà, des autres logiques. Parce qu'en informatique, il y a vraiment un changement paradigmatique qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tant que vous ne vous mettez pas dans la logique de boule, ce qu'on appelle la logique de boule, vous ne pouvez pas vous en sortir. Quand vous venez, vous êtes dans la logique mathématicienne. Donc, là, dans l'informatique, vous venez, on vous dit 1 plus 1 égale 1. Alors là, vous dites, il y a un problème. Ah ouais, c'est ça. Vous n'avez pas vraiment raison, hein, parce que même là-bas, je dis souvent, il y a 3 cas possibles. On dit 1 plus 1 égale à 1, c'est vérifié et c'est vérifiable. 1 plus 1 égale à 1, 0, et non 10, 1, 0. C'est aussi vérifié et vérifiable. 1 plus 1 égale à 2. Tout est vérifiable. Quand on me dit 1 plus 1 égale à 1, c'est quand je suis en logique booléenne. Logique booléenne. Parce que le 1 là, il faut voir que ça symbolise un état. L'état maintenant, soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. C'est 1 ou c'est 0. Vous voyez bien, ça veut dire on dit c'est vrai ou c'est faux également. C'est le même principe, c'est la même chose. On dit 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Vous voyez bien, et là maintenant, quand vous le représentez maintenant sous forme de schéma, quand je fais un schéma maintenant numérique, j'ai un signal carré pour aller sur les physiciens. Quand je prends maintenant en représentation sinusoïdale, ça me donne aussi un autre schéma. Là, maintenant, quand je suis dans l'analogie. Vous voyez bien, tout est lié. Absolument. Maintenant, il faut juste qu'on ait des éléments qui déconvertissent, qui quittent l'analogie vers le numérique. Je rejoins ce qu'Alun Ndiaye disait tout à l'heure. Peut-être dans le premier tome, il y a une introduction. Exactement, oui. Dans le deuxième tome, ce n'était pas inintéressant de rappeler cette introduction-là. Parce que dans une introduction, on précise des expressions. Tout ce que vous avez tout à l'heure dit, moi, ça m'a permis de comprendre. Ça aurait été très intéressant de le mettre en introduction. Qu'est-ce qu'un logiciel? Qu'est-ce qu'un génie logiciel? Qu'est-ce que c'est que l'informatique? Tout cela pour nous rappeler, pour nous préparer à comprendre, à moins souffrir. Exactement. Et surtout savoir qu'il y a beaucoup de sciences qui nous viennent des grands savants arabo-musulmans. Exactement. Algèbre, c'est un mot arabe. Algorithme, c'est un mot arabe également. Exactement. Algorithme vient d'un mathématicien qui s'appelle Al-Khawarizmi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Comme je disais tout à l'heure, actuellement, je pense qu'on devrait plus essayer d'initier les jeunes. Parce que même en faire, je ne dirais pas un loisir, mais une activité, parce que le codage a l'air, comme l'a dit vraiment assez hermétique, mais c'est un langage qui n'est pas très compliqué. C'est-à-dire quand on prend le temps, quand on connaît déjà la logique, et quand on prend le temps de le dire, c'est un langage, c'est comme une langue. Voilà, c'est une façon de parler à l'ordinateur. Exactement. Et ça, je pense qu'on devrait faire ce genre d'initiation dès le bas âge, surtout au niveau scolaire. Exactement, je partage l'idée à 100%. Parce que moi, je recommande à ce qu'il y ait des cours de codage depuis le bas âge. Absolument. C'est-à-dire que l'informatique initiale soit mise depuis l'école élémentaire et depuis le collège, que les gens, on les initie à la programmation. Vous savez, ça donne une logique très forte à la personne en tant que telle. Je prends un cas très simple. Imaginez, moi, humain, je parle à un ordinateur. On ne parle pas le même langage. Parce que moi, j'ai un langage qu'on appelle le langage évolué. Chez nous, ce qu'on parle de langage évolué. La machine a son langage qu'on appelle le langage de bas niveau, le langage machine. La machine comprend les binaires. Moi, je comprends le français. Vous voyez bien. Et quand je prends un mot binaire, c'est écrit sur le digit, le bit, 1, 0. On a une combinaison de 0 et de 1. On vous dit que vous prenez maintenant ces combinaisons-là, maintenant, vous créez un mot en faisant un groupement de 8 bits qui donne un octet. Maintenant, on dit une information maintenant est une succession d'octets. Vous voyez bien, on parle d'octets, de kilo-octets, de mégaoctets, de gigaoctets. Quand on parle de giga, les gens connaissent. Quand on parle de méga, les gens connaissent. Vous voyez bien. Mais avant ça, le niveau le plus bas, c'est le bit. Et quand on parle du bit, on parle du binaire. Vous voyez bien. Et là, M. Ndiaye a dit ce qu'on appelle la logique booléenne. Tout passe pas de cette logique-là. On vous dit que tout est créé en se basant sur une combinaison de 0 et de 1.
Mais il faut savoir que quand on parle du génie logiciel, ça veut dire que c'est une discipline dans laquelle nous avons la possibilité de concevoir des solutions informatiques. Et ça, c'est important. Absolument. C'est important parce qu'on est dans un moment tel que nous tous, on a des applications qu'on utilise. Surtout quand on est connecté. Mais où partent nos données? C'est une grande question. Qui contrôle nos données? C'est une grande question. On sait à peu près, hein, c'est la NASA, c'est Oui, on va dire que ce sont les grosses c'est les Américains qui contrôlent ces Oui, données. mais C'est Microsoft, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données-là? Les big Voilà, data. Voilà les bien. conservent le temps. Exactement. Ouais. Donc, il y a de nouveaux concepts aussi qui ont été créés. On parle de Big Data, on parle de IoT, Internet des objets. Vous voyez bien, on parle également de DevOps. En parlant toujours de logiciels, tout cela a l'air très mathématique, très carré, très réfléchi. Est-ce qu'il y a des possibilités d'erreur avec ces logiciels? D'autres termes, faut-il faire confiance totalement à ces logiciels? Et donc à des hommes, parce que je pense que c'est les hommes qui sont derrière ces logiciels, même si on a l'impression que ces logiciels-là dépassent les hommes. Bon, déjà, quand on parle de... Bon, faut-il faire confiance? C'est une grande question. C'est une grande Les erreurs question. C'est une possibles, des question. erreurs. Les erreurs possibles. Bon, on dit l'erreur est humaine, à la base. À la base. Mais on sait que soit la machine contrôle, la personne contrôle la machine, et tout ce que la machine fait, c'est sur la base des directives de la personne qui contrôle cette machine-là. Et comment il contrôle cette machine maintenant? C'est à travers des programmes. Vous voyez bien. Et ces programmes-là maintenant que vous avez maintenant sont construits et créés sur la base maintenant du génie logiciel. Vous voyez bien. C'est-à-dire qu'on crée des applications, on crée des programmes qui font faire des choses à l'ordinateur ou bien au robot de façon générale. On parle maintenant d'IA, on parle d'intelligence artificielle. Absolument. Vous voyez bien, il y a beaucoup de Donc, ceux concepts qui qui sont utilisent créés. les machines sont des utilisateurs, comme lorsque vous conduisez votre voiture. Exactement. Mais derrière, il y a le mécanicien, il y a le concepteur. C'est ça. Et parfois aussi, ça me faisait sourire quand les gens disaient oui, je suis informaticien parce que j'utilise voilà, exactement les applications, alors qu'il y a des gens qui sont derrière et qui ont fait. Mais maintenant aussi, la multiplicité des langages, on a vu que vous parlez de C, C++, Python, Java. Pourquoi on a du mal à harmoniser? Est-ce qu'à chaque fois, on a des langages qui sont de plus en plus performants? Quelles sont les spécificités de chaque langage? Est-ce que vous êtes tenu à connaître tous les langages ou bien il y a des langages vedettes? Maintenant, Python, je pense que beaucoup l'utilisent de plus en plus. Oui. C'est vrai que ça dépend des contextes et des approches utilisées. Par exemple, quand on est dans la partie programmation procédurale, les gens sont beaucoup plus avec le langage C. Quand on t'emmène vers la partie objet, ou bien on peut maintenant faire du hybride en faisant du procédural et de l'objet. Et là, on peut passer par les C++. Quand on veut maintenant aller vers carrément la partie objet, là, on commence maintenant par le Java. Maintenant, le Python, maintenant, il est très utilisé, il est très en vogue maintenant dans tout ce qui concerne la partie machine learning et intelligence artificielle, big data et autres. Absolument. Vous voyez bien. Maintenant, ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on donne les bases à tout un chacun. Comme il y a de nouveaux concepts qui sont créés, il y a des métiers émergents également, il faut que les gens également soient prêts à intégrer ces métiers émergents. Absolument. Parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut commencer par les langages les plus rudimentaires. Exactement. C'est-à-dire que nous, dans notre temps, c'était les Pascal, Effectivement, COBOL. le COBOL des basiques. Cela veut dire quoi? Que tous ces logiciels s'inscrivent dans une dynamique, on va dire, évolutive. Absolument. Ça va aller jusqu'où? Sans jouer à la science-fiction, d'après vos prévisions. Déjà, le projet, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Déjà, Ce qu'ils n'aiment pas. Et moi, je suis passionné par tout ce qui touche l'intelligence artificielle, c'est pour ça que le transhumanisme. Parce que je veux le ramener au j'insiste sur le transhumanisme. mot projet. Parce que les gens pensent que c'est une réalité. Jusqu'à présent, c'est un projet. Non, mais c'est presque une réalité aujourd'hui. Mais c'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Il refuse cette réalité. Je lui C'est dis, devenu une réalité. nous vivons dans le monde... Mais tant que vous ne réglez pas le problème ce qu'on appelle en français le bon sens, les Anglais disent le common sense. Tant que vous ne réglez pas le problème du common sense, vous pouvez, jusqu'à présent, le bon sens, la machine, on ne peut pas le lui inculquer. Oui, mais l'enjeu, ce n'est pas... Ah, mais si, l'enjeu, ce sera peut-être même, c'est toujours un d'enlever projet. le bon sens à cette machine-là. Ah, mais quand même. L'enjeu, ce n'est peut-être pas de lui Donc, donner... vous lui enleverez l'autonomie. Oui, non. Déjà, Le même bon- là-bas, c'est une grande question aussi qu'il faut se Malgré poser. le deep learning, c'est vrai que... Exactement. Malgré le deep learning. On est déjà Exactement, oui. à fond dans le trans et dans le post-humanisme. Exactement. Ce qu'il ne veut pas reconnaître. Je lui Et dis, c'est la réalité. Hein? depuis des années... Il est je lui dans dis, la science-fiction. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité. On en reparlera. C'est
Effectivement. Les avancées technologiques en termes d'informatique, de logiciel, tout ce qu'on est capable de faire aux hommes, tout ce qu'on a mis comme logiciel dans le corps humain. Aujourd'hui, vous passez dans les aéroports, vous mettez votre doigt, on vous reconnaît. Ça, c'est rien. Reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, reconnaissance oculaire. Ils vont aller très, très, très loin. Mais ça, on est dans le transhumanisme. C'est-à-dire quand on invente des logiciels, des machines qui viennent compléter l'homme. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Ce sont toujours des auxiliaires. Moi, j'attends de voir qu'ils passent d'auxiliaire à vraiment entité autonome. Mais jusqu'à présent, pas besoin d'inventer. Jusqu'à présent, il reste des auxiliaires. Oui, c'est vrai, mais quel que soit le développement de on l'IA. parle d'agents intelligents. Oui, mais c'est bon, c'est des mots, hein, vous savez. Oui, ce sont des mots. Ouais, même le téléphone, on dit qu'il est intelligent, alors que... Bon, là, il y a deux choses. Souvent, on fait même un petit truc. Parce que quand on dit téléphone et smartphone, il y a une différence entre les deux. Le smart, c'est smart, quoi. Il est censé être intelligent. Tant que ces objets sont en dehors du corps humain, ça va. On peut dire qu'on risque peut-être, et même là, il y a un risque. Mais c'est quand on utilise des puces, toute une série de logiciels qu'on les place sous la peau, dans le corps humain, dans les cerveaux, pour que l'homme voit mieux, pour que l'homme se repère, pour que qu'on identifie les maladies que l'homme peut. Certains peuvent considérer que c'est une grande avancée technologique scientifique. Mais attention, nous, en Afrique, on ne pense pas à ces catégories-là. Aujourd'hui, dans d'autres peut-être cultures politiques, dans d'autres cultures scientifiques, elles sont en avance par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Afrique? Considérer que c'est de la science-fiction, croiser les bras, jusqu'au jour où on va considérer que les hommes d'aujourd'hui vont être les chimpanzés de demain dans ce monde du post-humanisme. Bon, c'est vrai que c'est un constat. C'est un constat. Mais il faut se dire qu'on est obligé de s'adapter. On est dans un monde planétaire. On est dans un village planétaire. Ça veut dire que les réalités déjà de... Je prends un cas très simple. Je prends le cas de la Covid. Au début, c'était où? C'était en Chine. Mais même pas un mois après, tout le monde l'a ressenti. Et ça, c'est dû à la compression du temps et de l'espace qui fait que le monde est devenu planétaire. Ouais. Vous auriez pu prendre le monde du Bitcoin. Dans quelques années, l'argent va disparaître. La crypto-monnaie. La monnaie va disparaître, les billets vont disparaître. On va payer par l'électronique. C'est déjà bien en avance. Il y a quelques années, on en parle, les gens. C'était impensable que j'ai tout mon salaire, toute ma fortune sur un portable comme ça. Aujourd'hui, avec toutes les transactions, on peut acheter son billet, on peut voyager, on peut payer, on peut tout faire sans disposer de billets, de portefeuille. Le portefeuille va disparaître d'ailleurs. C'est vrai. Et ça c'est la magie du génie logiciel. C'est une magie. C'est la magie du génie logiciel. On dit que l'informaticien, c'est un magicien. Oui, mais à la fin, ça peut se transformer en cauchemar. Hein. C'est un magicien qui joue au sorcier. Il suffit d'un bug, il suffit d'un hacker pour que vous passiez de milliardaire à 0 francs. Ah oui, à 0 francs, tout à fait. C'est vrai que là quand même, mais il y a des limites à toutes choses, hein, honnêtement. Bon, il y a aussi Il parlait tout à l'heure, il disait est-ce que c'est fiable parce que vous êtes par exemple, ici dans votre livre de génie logiciel, où c'est quelque chose vraiment avec des exercices précis et quelque chose d'académique, lorsqu'on essaie de faire ça, avec l'expérience, vous voyez que on réussit jamais du premier coup à faire tourner un logiciel. Donc il y a toujours des bugs. Donc au fur et à mesure, on essaie d'enlever les bugs. Et même les plus grandes applications qu'on voit actuellement, mais parfois il y a des bugs. Parce que le logiciel, il est tellement colossal qu'on pense qu'il est parfait. Mais il y a des gens qui, à l'utilisation, trouvent des bugs et écrivent à Microsoft pour lui dire à tel endroit, il y a un bug. Effectivement. Bon, ça c'est vrai parce que quand on parle également d'application de logiciels, on parle de deux types de maintenance. Il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive et la maintenance curative. C'est pas pour rien qu'il y a des versions qui sortent chaque fois. Là, il en est de même pour les systèmes que nous avons, les Android et tout ça, et iOS. Chaque fois, il y a des mises à jour. Mais à chaque mise à jour qu'on a, maintenant, ça vient faire des correctifs. Il y a deux niveaux. Soit il y a des choses qu'on a vues avant, ou bien on anticipe sur les choses. Si on anticipe, on parle de maintenance préventive. Si on veut voir que c'est une erreur qu'on a constatée et qu'on corrige, là, c'est créatif. Mais l'un dans l'autre, on est toujours dans le génie. Tout à fait. Et tant que c'est dans une machine, dans un ordinateur qu'on met dans sa poche ou bien qu'on tient, il n'y a pas de souci. Mais une fois que ce sera dans le corps humain, quand ça va bugger, là, ça... et c'est vrai que ça va faire des dégâts. C'est vrai que dans le deep learning également, les gens ont commencé ces expériences-là aussi, à mettre des puces dans les corps humains. C'est ce que je lui dis depuis des mois. Au moins un an, il ne veut pas me croire. Je lui dis que le monde est en avance. Je n'ose même pas dire en avance. Ils sont en train de concevoir un certain nombre de logiciels de puces pour transformer vraiment l'humain.
pour inventer un type d'homme qui va peut-être pas avoir les mêmes sensations, les mêmes que nous. Et donc, on est à fond dedans. Ce sont des pratiques, ce sont des expérimentations qui ne font pas l'objet d'une publicité internationale. Mais ceux qui savent, lui par exemple, il confirme tout le mal que je parle, ou tout le bien. Ça existe. Ça existe. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de... Déjà, bon, il faut voir que la science avance à pas de géants. La recherche aussi avance à pas de géants. Maintenant, les gens ont constaté que, vous savez que, on peut dire que ça peut être un inconvénient de ce côté, vu d'un côté, mais de l'autre côté, ça peut être un avantage pour une partie de la population. On peut prendre l'exemple du vaccin contre la Covid. Exactement. On passait beaucoup d'années à faire des recherches, des expérimentations avant de valider un vaccin. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'argent qui a permis d'accélérer le processus de découverte des vaccins. Qu'est-ce qui a permis cela? Les logiciels, l'informatique, tout cela. C'est le processus de l'accélération, comme le montre mon ami, mon grand Abdoulaye Diallo. L'accélérationnisme. On est dans cela. On accélère, effectivement, pour arriver à faire des prouesses. En moins d'un an, on arrive à inventer des vaccins qui vont peut-être sauver l'humanité. Exactement. Faut-il critiquer forcément? Je ne pense pas. Parce que la science... Question philosophique. En tout cas, c'est vraiment des ouvrages qui sont très, très intéressants. Moi, ça m'a replongé dans un passé très, très lointain. Où je suis informaticien dans une autre vie. C'est vraiment des ouvrages qui sont très intéressants. Et comme vous dites, je pense qu'on gagnerait à introduire les techniques de codage, l'informatique dès l'école primaire. Le guide du génie logiciel, l'algorithmique, la structure des données, complexité algorithmique, en 2 tomes. Vraiment, nous avons été très heureux, Monsieur Moustapha Ader, de vous avoir sur ce plateau. Nous souhaitons une bonne continuation. Merci. Juste pour un dernier mot, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Juste pour dire également que l'approche qui a été utilisée pour ce manuel-là, parce que souvent, on sait que dans beaucoup de livres, pour avoir des choses concises, précises, c'est assez compliqué. Donc, l'approche qui a été utilisée, c'est... on a défini des concepts, et chaque concept maintenant qui est défini, on a donné ses formalismes, des exemples